À présent, on va resserrer la focale sur une sociologie du couple. On va s'intéresser d'abord à l'angle privilégié des sociologues autour du concept d'homogamie sociale et on interrogera en fait l'actualité aussi de ce concept à partir de nouvelles pratiques pour faire couple. Ensuite, nous verrons en fait les différentes formes d'union et le sens que recouvrent ces différentes formes d'union, les manières de faire couple. Ensuite, on s'intéressera aux formes de violence qui peuvent exister dans le couple et enfin, on s'intéressera aux modalités contemporaines de la séparation. On a vu dans la conclusion du précédent cours que le lien conjugal contemporain est fondamentalement plus individuel, plus privé, plus contractuel et il repose en fait sur l'amour. Pour autant, est-ce que ce lien conjugal contemporain est distant de tout déterminisme social? Est-ce que la formation du couple et son fonctionnement ne subissent plus finalement les structures sociales? La première enquête à s'intéresser à cette question, c'est celle d'Alain Girard dans les années 1960, dans une enquête qui est intitulée Le choix du conjoint. L'idée d'Alain Girard, c'est de montrer le poids de l'homogamie. Cette homogamie qui amène une union de deux personnes d'un même groupe social. L'homogamie s'oppose à l'hétérogamie qui rend compte de l'union en fait de deux personnes de groupes sociaux différents. On distingue dans l'hétérogamie l'hypergamie, l'union d'une personne avec une autre personne de position sociale plus élevée sur l'échelle sociale, et l'hypogamie, l'union d'une personne avec une autre personne de position moins élevée sur l'échelle sociale. Parmi les couples hétérogames, le cas le plus répandu, c'est l'hypergamie féminine, c'est-à-dire la tendance des femmes à s'établir avec un partenaire de statut social plus élevé. À la question y a-t-il des groupes sociaux plus homogames que d'autres? On peut répondre qu'assurément, en fait, certains groupes sont plus homogames. Les agriculteurs sont de loin le groupe social le plus homogame, bien plus que les personnes exerçant une profession intermédiaire ou les ouvriers. Pour mesurer l'homogamie, on peut la mesurer de deux manières. La première, qui est la plus classique, consiste à prendre en considération le statut social de la personne. On parle alors d'homogamie acquise. On peut également mesurer l'homogamie en prenant en considération les effets de l'appartenance sociale et en s'intéressant à la catégorie socio-professionnelle des parents. On parle alors d'homogamie assignée ou héritée. Donc les premiers travaux en sociologie du couple vont s'intéresser à cette idée, est-ce que ceux qui se ressemblent socialement sont plus amenés à s'assembler? Le premier travail sur cette question du couple a été réalisé par Alain Girard. L'enquête a eu lieu en 1959 auprès de 1646 couples.
constitués par des femmes de moins de 62 ans et des hommes de moins de 65 ans, tous deux célibataires au moment du mariage. Donc là, ça ne concernait que des couples mariés. Et donc, les deux membres du couple ont été interrogés. Donc, la question qu'ils se posaient, c'était de réussir à identifier qui épouse qui, avec derrière cette question, en fait, le concept central de l'homogamie, qu'ils cherchaient à la fois à cerner sous la dimension géographique et sous sa dimension sociale et culturelle. Il a dressé le constat que les futurs conjoints habitaient dans près de 6 cas sur 10 la même localité et dans près de 9 cas sur 10 le même département. Donc, ce constat assez clair d'une homogamie géographique. Et en 1959, dans 45% des cas, les unions étaient contractées entre personnes dont les parents appartenaient au même groupe socio-professionnel. Ce qu'il nous montre dans cette enquête, c'est que la liberté de choisir s'exerce dans le cadre étroit de la stratification sociale. Et les pressions extérieures peuvent fort bien rester inaperçues parce qu'elles sont passées dans la conscience collective. Donc ici, le choix du conjoint, comme ce qu'avait montré aussi Durkheim sur le suicide, même s'il se présente de prime abord comme des choix individuels, relevant de l'intime, relevant des émotions individuelles, du sentiment amoureux. En fait, ce qu'il nous montre Alain Girard, c'est que à partir des régularités statistiques qui sont observées, l'amour et le choix du conjoint sont avant tout des faits sociaux qui répondent, à un ensemble de déterminants sociaux qui viennent en fait construire l'inclination amoureuse, la manière dont on peut se sentir attiré par quelqu'un. Dans la continuité en fait du travail mené par Alain Girard, dans les années 80, Boson et Errand vont chercher à rendre compte du fonctionnement concret du marché matrimonial en France. Donc c'est une enquête qui est réalisée en 1983 et 1984 auprès de 3000 personnes de moins de 45 ans vivant en couple, mariés ou non. Donc ici, contrairement à l'enquête d'Alain Girard, le couple ne repose pas seulement sur l'institution du mariage, mais également sur des formes autres de lien conjugal, notamment le concubinage. Donc ici, cette enquête vient confirmer que dans les années 85, les couples ne se sont pas formés au hasard. Leur répartition, en fonction des origines sociales, suit toujours une logique fortement homogame. Ils nous disent, la foudre, quand elle tombe, ne tombe pas n'importe où, elle frappe avec prédilection la diagonale. Cette diagonale, parfaitement visible dans le graphique présenté sur cette diapositive, croise en fait les origines sociales des hommes et des femmes vivant en couple. Dans cette même enquête, Boson et Errand
se sont interrogés sur les lieux de rencontre des conjoints. Ils ont regroupé ces lieux de rencontre en 3 catégories qui constituent les 3 pôles du triangle, enfin des triangles qui vous sont présentés sur cette diapositive. Lieu public à gauche, lieu privé à droite et lieu réservé en haut. Les lieux publics sont les bals, fêtes publiques, la rue, les commerces, les sorties de groupes en ville, le voisinage. Les lieux réservés sont les associations, les lieux d'études, lieux de travail, boîtes, concerts, sorties de groupe au restaurant, cinéma, sport, lieux de vacances, animation culturelle. Et les lieux privés donc, sont des lieux qui relèvent du domicile privé, de la fête de famille, de la fête entre amis. Pour chaque catégorie sociale, la position du point indique les fréquences des 3 types de rencontres. Elles se lisent sur les échelles des 3 côtés du triangle et leur somme est égale à 100. Par exemple, 16% des grands agriculteurs ont rencontré leur conjointe dans un lieu privé, 18% dans un lieu réservé et 66% dans un lieu public. Donc ici, chez les grands agriculteurs, on va rencontrer prioritairement sa conjointe dans un lieu public. Dans ce qu'on retrouve aussi dans ces triangles, c'est les caractéristiques pour chaque groupe social du lieu de rencontre. Donc de même que n'importe qui ne vit pas avec n'importe qui, on ne trouve pas son conjoint dans n'importe quel lieu. Les hommes des classes populaires rencontrent souvent leur conjointe dans un lieu public, dans un lieu qui est ouvert à tous. Les lieux qui sont réservés, où l'on se retrouve dans un entre-soi, sont fréquentés surtout par certains groupes sociaux des classes supérieures, en particulier les professions intellectuelles. Ce sont des lieux où n'entre pas qui veut et où des règles de comportement strictes doivent être respectées. Enfin, les lieux de rencontre du privé concernent plutôt les patrons ou professions libérales qui semblent plus à l'aise dans ces lieux strictement privés entre amis ou en famille. Quelles explications derrière ce phénomène d'homogamie sociale? Donc, l'homogamie n'est pas un choix conscient, ni même le produit d'une norme sociale, mais l'homogamie, en fait, rend compte de la segmentation sociale des lieux de rencontre et de sociabilité. Cette segmentation sociale des lieux de rencontre produit une première sélection qui est très visible dans le triangle des rencontres de Boson et Errand. Ils nous disent n'importe qui n'épouse pas n'importe qui, c'est d'abord parce que n'importe qui ne fréquente pas n'importe qui et ne le fait pas en n'importe quel lieu. Donc on a cette question d'abord des lieux de fréquentation qui va produire de l'homogamie sociale. Ensuite, la deuxième explication, c'est que pour se plaire, il faut avoir les mêmes goûts. Cette théorie est défendue par des sociologues tels que Pierre Bourdieu. Il explique le mariage, la formation en fait conjugale par un accord d'habitus, c'est-à-dire par un ensemble de pratiques et de goûts qui sont hérités en partie de son milieu d'origine.
Il écrit: «L'aversion pour les styles de vie différents est sans doute l'une des plus fortes barrières entre les classes. L'homogamie sociale est là pour en témoigner.» Et enfin, troisième explication, il est vrai que pour qu'il y ait rencontre homogame, il faut que les individus se plaisent. Dans le choix du conjoint, l'attirance physique est souvent traitée comme un fait mystérieux et inexplicable, introduisant du hasard dans le jeu bien réglé de la reproduction sociale. Pourtant, l'attirance pour le physique de l'autre ne résulte pas uniquement d'obscures pulsions inconscientes. Notre corps est à la fois le produit des conditions objectives dans lesquelles nous évoluons, mais également l'expression de ces conditions. Nous devons à notre alimentation, à notre mode de vie et à notre environnement un certain nombre de nos traits corporels, notamment notre poids, notre silhouette. Notre corps est également un langage par des postures, des attitudes, des tenues vestimentaires, et ce langage exprime l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous avons donc un système de classement et de préférence qui entre en action au moment de la rencontre du futur conjoint. En cela, le corps fonctionne comme un langage qui permet le rapprochement d'individus socialement comparables. Alors, à la suite de ces études, celle d'Alain Girard en 1960, celle de Boson et Errand en 80, on peut se poser la question, en fait, d'une éventuelle évolution des lieux de rencontre entre 1960 et les années 2000. Finalement, est-ce que dans notre univers contemporain, les lieux de sociabilité ne seraient pas plus décloisonnés? On peut penser par exemple à la généralisation des études ou à l'espace de rencontres en ligne, sur Internet, via des sites de rencontres. Donc, ce que nous montre cette figure, c'est une comparaison des lieux de rencontre du premier conjoint en fonction de la date du début de la vie commune, entre 1960 et 2006. Donc, ce qu'on voit sur cette figure, c'est une baisse significative du nombre de rencontres à l'occasion de bals, une baisse aussi significative des rencontres dans le cadre du voisinage, de la rue, du quartier. On voit par contre apparaître des rencontres en ligne. Donc, dans cette enquête intitulée Contexte de la sexualité en France, qui date de 2006, un tiers des jeunes de 18 à 24 ans s'étaient déjà connectés à un site de rencontre en ligne. Cependant, à cette date, rares étaient les couples qui s'étaient formés grâce à Internet, seulement 2% dans la première moitié des années 2000. Bon, c'est probablement un phénomène qui est intéressant à regarder pour la suite. Très nettement, par contre, s'observe une évolution du nombre de rencontres dans le cadre des études, avec une progression importante, et dans le cadre de soirées. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans cette transformation des lieux de rencontre, on assiste à la fois à un renouvellement de la sociabilité des jeunes, donc des jeunes qui vont se construire des espaces juvéniles autonomes de rencontres à côté du monde des adultes. On observe également que le premier conjoint n'est plus nécessairement le premier partenaire amoureux. Seulement 19% des femmes et 10% des hommes qui sont nés après 1981 ont eu un premier partenaire sexuel qui est devenu leur conjoint.
Donc ici, on a une déconnexion entre sexualité et conjugalité. Ce qu'on voit aussi, c'est que les études sont de loin le principal cadre de rencontre du premier partenaire sexuel. C'est à la fois le résultat de la généralisation des études, mais également de la baisse de l'âge au premier rapport sexuel. On vient de voir que les sites de rencontres sur Internet ne concernaient que très peu de couples en 2006. Une étude menée en 2013-2014, une enquête intitulée Études sur les parcours individuels et conjugaux, menée conjointement par l'INED et l'INSEE, nous montre que les sites de rencontres sur Internet se diffusent et qu'il y a une forme de démocratisation de leurs usages. Les classes supérieures restent cependant surreprésentées parmi les usagers, mais au cours des dernières années, les clivages sociaux se sont atténués. Cependant, si les sites de rencontres attirent un public plus nombreux, ils participent encore peu à la formation des couples. Parmi les personnes ayant rencontré leur partenaire entre 2005 et 2013, moins de 9% l'ont connu via les sites de rencontres en ligne. Donc cela place les sites de rencontres en cinquième position dans le palmarès des contextes de rencontres. Donc contrairement à une idée reçue, les sites de rencontres ne sont pas devenus un mode de rencontre dominant en France, à l'exception des couples de même sexe. Donc, ce qui paraît intéressant, c'est aussi de regarder en fait si ces sites de rencontres permettent de nouvelles formes en fait d'hétérogamie. Est-ce que ça permet en fait de rencontrer des personnes issues d'un groupe social différent du sien? Alors, pour illustrer en fait cette idée, on va s'intéresser aux stratégies aussi marketing utilisées par les sites de rencontres. Donc ici, voici la stratégie marketing de Mythique. Donc, au travers d'un spot publicitaire paru en 2012. Donc, où l'idée qu'il y a derrière ce spot, c'est bien de tordre le cou à cette idée d'homogamie sociale mise en avant par les chercheurs en sciences sociales. Voilà ce que nous dit le spot. Normalement, et selon les statistiques, je devrais rencontrer un garçon de mon âge ou à peu près. Et normalement, et toujours selon les statistiques, il devrait faire à peu près les mêmes choses que moi dans la vie. Normalement, je devrais le rencontrer là où je travaille, ou mieux, à un dîner organisé par une copine. Donc, en gros, si on fait un film de ma vie, ben, personne n'ira le voir. Parce que franchement, qui aurait envie d'aller voir des histoires d'amour qui se passent normalement? Pas moi. Parce que moi, je pense que l'amour, le vrai, il n'en a rien à faire des statistiques et qu'il se trouve pas forcément au bureau, dans mon immeuble ou au coin de la rue. Moi, je pense que les belles rencontres, elles se font partout, mais surtout ailleurs. Donc, on va continuer la réflexion justement sur est-ce que l'espace de rencontre en ligne permet de décloisonner justement les groupes sociaux. Dans cet article, l'auteur s'intéresse à la manière dont s'opèrent en fait des formes de sélection dans la correspondance en ligne sur les sites de rencontres. Elle cherche à mettre en avant en fait les éléments qui clivent
le choix qu'on peut faire de son correspondant. Parmi ces éléments clivants, d'abord, elle relève en fait les formes de présentation de soi. On y reviendra sur la diapo suivante. Ce qu'elle relève également, c'est l'orthographe qui est présentée comme un critère discriminant par la très grande majorité des interviewés diplômés du supérieur. Une mauvaise écriture disqualifie immédiatement l'interlocuteur comme partenaire potentiel. L'orthographe devient donc un critère qui opère une exclusion verticale nette vers le bas de l'échelle sociale. Donc, on a les modalités de présentation de soi, l'orthographe, également l'idée en fait du feeling. Les acteurs saisissent en fait l'autre à travers le contenu, la forme et le ton des messages reçus qui permettent de ressentir ou d'anticiper une entente. Et ici, dans ce feeling, en fait, on va avoir une construction sociale aussi derrière le langage qui est mobilisé et employé. Et cette construction sociale, elle oriente en fait vers de la sympathie ou de l'antipathie pour certains interlocuteurs plus que pour d'autres. Ce qu'on retrouve également comme élément clivant, ce sont les codes de la séduction. C'est-à-dire les informations qui sont jugées convenables ou non de partager. Elle montre notamment dans son article, au travers des éléments recueillis dans le cadre d'entretiens, comment en fait on va avoir chez les interlocuteurs des attitudes contrastées face à l'évocation de la vie intime. Notamment face à l'histoire en fait des expériences conjugales précédentes. Elle cite un verbatim d'un entretien, celui d'Estelle qui a 27 ans, qui est auditrice interne. Sa mère est ingénieure, son père est chef d'entreprise. Voici ce que dit Estelle. Toutes les personnes directement tournées vers alors, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu aimes les garçons, comment? Je répondais pas, parce que je trouvais ça un peu déplacé, même si j'étais sur un site de rencontre. On va avoir en fait des manières de se mettre en relation qui vont être codées socialement et qui vont cliver en fait les possibles interlocuteurs sur le site de rencontre. De la même manière, en fait, que les rencontres hors ligne, on a en fait un échange qui ne se, enfin une relation qui ne se construit pas seulement sur l'espace en ligne, mais on a un déplacement de la relation ensuite qui va se faire face à face. Et dans ce déplacement de la relation en face à face, on va avoir une phase de sélection-élimination qui s'opère moins en fonction des caractéristiques sociales de la personne, mais surtout des expressions que celle-ci va pouvoir mettre en scène à travers ses manières de parler, de dire, de bouger et de faire. Donc, on a derrière ces rencontres en ligne des principes de sélection sociale qui annulent pas du tout
le processus d'homogamie sociale dans la construction des couples. Ce qu'on voit nettement en fait sur ce graphique, donc qui est issu toujours de l'article de Marie Bergstrom, on voit que plus le niveau d'éducation est élevé, plus le nombre moyen de caractères qu'on va mobiliser pour décrire, pour se décrire dans son profil, augmente. Et à l'inverse, plus le niveau d'éducation est faible, plus on va mobiliser dans les formes de présentation des photographies. Donc cet inégal investissement dans la manière de se présenter traduit aussi un rapport socialement contrasté à l'écrit et à l'exposition de soi. On vient de voir que le dicton «ce qui se ressemble s'assemble» est toujours d'actualité. Seulement, les formes de l'assemblage ont bien changé. Le sens de l'union n'est pas défini a priori. C'est au couple de le construire et c'est fortement visible cette construction dans une sociologie qui regarde en fait la manière dont se sont construits les rituels du mariage. On voit à quel point les cérémonies aussi sont révélatrices des changements sociaux. Il y a 40 ans, lorsque les sociologues s'étaient intéressés à la question du mariage, ils l'avaient décrite comme un rite de passage, un rite qui marquait, avec d'autres, comme le service militaire par exemple, le passage de la jeunesse à l'âge adulte. Aujourd'hui, les mariages célèbrent tout autre chose que des passages. Ils sont le fruit de la volonté non des parents, mais des jeunes eux-mêmes. Jeunes qui, par ailleurs, ont depuis longtemps accédé aux rôles sociaux, naguère conditionnés par le mariage. Les jeunes cohabitent avant de se marier, certains ont même des enfants. D'ailleurs, les membres des couples qui se marient ne sont pas forcément dans la catégorie des jeunes. La cérémonie du mariage vient donc traduire tous ces changements. Elle est moins destinée aux parents, à la famille, que davantage tournée vers le groupe d'âge, vers les amis, les frères et sœurs, les cousins, les collègues, les copains, les copines. Souvent d'ailleurs, dans les célébrations contemporaines de mariage, les amis du couple sont plus nombreux que les invités des deux familles. Et cela particulièrement dans les fractions intellectuelles des classes supérieures. Ce qu'on retrouve derrière cette cérémonie contemporaine du mariage, c'est la mise en scène du soi conjugal, le devoir aussi d'être original dans cette mise en scène qui doit révéler avant tout l'identité singulière du couple. Pour aller plus loin sur cette sociologie aussi du rituel du mariage, je vous invite à prendre connaissance de cet article de Michel Boson paru dans Population en 1992.
Ce qui modifie aussi profondément la nature même de la cérémonie d'alliance, c'est la diversification des manières de faire couple. Donc, dans les manières de faire couple un peu instituées, on a le mariage, mais aussi on a, du coup, depuis 1999, le PACS. Le PACS qui est la réponse législative à une demande de reconnaissance de l'union homosexuelle. Cette demande de reconnaissance qui s'est fortement exprimée au cours des années 1990 à la suite de l'épidémie de sida. À cette époque, de nombreux homosexuels vivant en couple se retrouvaient dans des situations matérielles très précaires à la suite du décès de leur compagnon. Ils revendiquaient alors le droit de disposer des mêmes droits sociaux que les couples hétérosexuels, les mêmes droits sociaux, fiscaux, successoraux, pour réussir à organiser leur vie commune de la même manière que les couples hétérosexuels. Pour diverses raisons, le législateur a également choisi d'ouvrir le PACS aux hétérosexuels. Ce nouveau cadre institutionnel de la vie en couple est donc censé répondre à deux situations, celle des couples de même sexe et celle des couples non mariés souhaitant bénéficier d'un cadre juridique alternatif au mariage. Donc dans ce cadre alternatif au mariage, du coup, on a aussi la possibilité de projeter un couple sur différentes formes. Le mariage, le concubinage, le PACS. Ce qui permet aussi dans cette diversité d'affirmer la singularité de la relation conjugale qu'on peut entretenir. Au cours de l'année 2009, 174 000 nouveaux PACS ont été conclus. Près de 95% des PACS qui ont été conclus en 2009 l'ont été par des partenaires de sexe opposé. Donc pour ces couples hétérosexuels, il y a donc 2 PACS pour 3 mariages. Quand on regarde les motivations des couples qui recourent au PACS, on va avoir des motivations qui sont bien différentes de celles du recours au mariage. C'est un travail qui a été réalisé par Wilfried Roh, justement, sur la question des motivations des couples à recourir au PACS. Il met en avant le fait qu'on a des motivations qui sont hétérogènes, à la fois se mobiliser le PACS comme un substitut au mariage, comme des fiançailles modernes, c'est-à-dire inscrire le PACS dans un parcours conjugal qui commence par une contractualisation par le PACS pour quelques années ensuite aller plus loin avec le mariage. D'autres encore comme une sorte d'anti-mariage. Ce qu'on remarque, c'est des profils qui sont assez différents entre les couples qui recourent au PACS et ceux qui recourent au mariage. Dans le groupe des PACSés, les personnes titulaires d'un diplôme supérieur au bac sont nettement plus nombreuses que dans le groupe des personnes qui se sont mariées au cours de la période d'existence du PACS. La différence en termes de diplôme est importante. Plus des 3/4 des personnes pacsées déclarent un revenu mensuel pour le couple supérieur à 2 500 €, alors que c'est seulement le cas d'un peu plus d'un marié sur deux. Ce qu'on retrouve également, c'est un contraste important en fonction des catégories socio-professionnelles. Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent plus d'un quart des pacsés,
alors qu'il constitue seulement 13% des personnes qui se sont mariées depuis l'existence du Pacs. Inversement, chez les ouvriers, on a près d'un quart des mariés alors qu'ils ne constituent que 14% des partenaires d'un Pacs. Ce qu'on constate également dans le profil des personnes ayant recours au Pacs, c'est une très forte représentation du secteur public parmi les personnes pacsées. Donc cette surreprésentation, elle est aussi alliée aux dispositions qui sont incluses dans le texte de loi, notamment en fait pour les personnes salariées dans la fonction publique, la possibilité de bénéficier d'un rapprochement géographique si elles sont séparées du territoire de vie de leur partenaire. Ce qu'on retrouve également, c'est un rapport distinctif aux religieux entre les personnes qui ont recours au Pacs, qui expriment en grande majorité une certaine distance, voire une hostilité face aux rituels religieux, alors que ce ne sont seulement qu'un cinquième des personnes qui ont recours au mariage. Donc on va avoir des profils aussi sociaux assez différents en fonction de l'institution qu'on va mobiliser pour faire reconnaître le lien de couple créé. Le couple se résume de moins en moins à endosser des rôles prédéfinis et à se conformer à une tradition. Le nouveau couple est relationnel. Les rôles de chacun ne sont pas donnés a priori et sont constamment négociés et révisés au gré des relations interpersonnelles. Selon de Singly, le couple aurait même pour fonction de construire l'identité personnelle à travers la relation conjugale. En somme, le couple aurait connu un renversement sans précédent, c'est lui qui serait au service de l'individu plutôt que l'inverse. Il appartient donc à chacun, surtout dans sa vie privée, de trouver un équilibre entre autonomie individuelle et responsabilité sociale, entre souci de soi et souci des autres. Cette articulation s'opère dans un cadre très sentimentalisé, car peu institutionnalisé et marqué par un pluralisme des normes culturelles. Chaque couple est invité à trouver sa propre mesure, à se définir et à se justifier par lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il y a absence de normes, elles existent, mais aucune norme ne fait l'unanimité quand il s'agit de relations conjugales, sauf peut-être ce devoir d'originalité et de singularité dans la manière de faire couple. Enfin, ce devoir d'originalité peut être considéré comme aussi contraignant que l'assujettissement à un modèle unique conjugal. Donc, chaque couple doit choisir sa propre formule en fonction des ressources dont il dispose et des contraintes également qui sont les siennes. Jean-Hugues Deschaux qualifie les attentes conjugales contemporaines d'attentes conjugales hypertrophiées, c'est-à-dire d'un développement de ces attentes qui est anormalement important. Il nous dit que le couple, il est à la fois plus fragile et idolâtré, et plus fragile parce qu'il est idolâtré. En quelque sorte, on attend énormément du couple, et c'est parce qu'on en attend énormément qu'on a du mal à trouver aussi satisfaction dans le binôme. Donc c'est aussi parce qu'on en attend énormément qu'il devient plus fragile.
À la fois, on peut dire qu'il y a une évolution, en fait, des normes autour du lien conjugal, mais en même temps, demeure une diversité, en fait, de modèles conjugaux ou de styles conjugaux. C'est à cette diversité, en fait, que se sont intéressés des chercheurs suisses. Donc là, on va reprendre en fait les résultats d'une enquête dont la collecte de données a eu lieu entre 1998 et 1999. Mais cette enquête, en fait, est la reproduction d'une enquête plus ancienne qui a eu lieu dans les années 80. Donc ici, cette enquête donc, s'adresse à des couples mariés ou non, avec ou sans enfants, qui résident en Suisse. Et donc c'est une enquête qui est basée sur un questionnaire qui s'adresse aux deux membres du couple. Et au total, 1500 couples ont été interrogés. Et donc, comme les deux conjoints à chaque fois ont été rencontrés, donc ça fait 3068 interviews. Dans ce questionnaire, en fait, ils interrogent deux volets, à la fois la cohésion en fait du couple, qu'est-ce qu'on met en commun, comment on conçoit les relations avec l'environnement proche, quel but on choisit, donc à la fois d'un côté la cohésion et de l'autre la régulation, c'est-à-dire quel est le rôle de chacun, comment s'établit la hiérarchie entre les sexes et les générations, quelle forme de discipline en fait régule le fonctionnement du couple et de la famille. Peut-on observer des routines ou pas? Donc c'est ce qu'on retrouve en fait dans ce tableau, en fait, qui propose une typologie en fait de 5 styles conjugaux, le style parallèle, compagnonnage, bastion, association et cocon. Donc on a en fait pour la cohésion et pour la régulation plusieurs dimensions qui sont interrogées. Est-ce que le couple est, fusionne? Est-ce il se clôture? Est-ce que on a des orientations vers l'extérieur qui sont différenciées entre les hommes et les femmes? D'accord? Donc on retrouve en fait ces trois indicateurs, ces trois dimensions en fait sur le concept de cohésion. Et sur le concept de régulation, donc on retrouve la dimension des rôles, est-ce qu'ils sont différenciés ou pas? Est-ce que sur quoi se basent aussi les décisions euh, liées au couple et à la famille? Est-ce que le principe de décision est plutôt égalitaire ou hiérarchique? Et on a également du coup la dimension du statut maître. Donc, si un des conjoints adapte systématiquement ses engagements aux contraintes ou pas de la vie familiale. Et enfin, est-ce que du coup le rythme de vie est routinier ou pas? Donc le premier style conjugal, nommé le style parallèle, est le plus traditionnel et il est très éloigné en fait des stéréotypes autour du couple moderne. Il se définit par une forte sexuation des rôles. L'homme est tourné vers l'extérieur, la femme repliée sur la vie du foyer. Donc forte sexuation des rôles, une faible fusion et une forte clôture. Les membres du couple sont indifférents aux événements du monde extérieur, qui est perçu avant tout, ce monde extérieur, comme menaçant. Et la hiérarchie et les routines sont bien présentes dans le fonctionnement du couple. Deuxième style conjugal,
Le style compagnonnage. Donc, le style compagnonnage est à l'opposé en fait du style parallèle. Il est fondé à la fois sur la fusion des membres du couple, mais également sur l'ouverture. Et il se caractérise par une faible différenciation des rôles et du pouvoir. Et ici, aucun aspect routinier, on est plutôt sur l'improvisation des activités qui cimentent la vie conjugale et familiale. Troisième style conjugal, le style bastion. Alors, c'est un style qui repose sur la fusion, mais contrairement au style compagnonnage, ici, sur la clôture. Donc un couple fusionnel, mais qui se met à l'écart. Et également, en fait, qui repose sur une forte différenciation des sexes. Le monde extérieur éveille la méfiance, mais au contraire du style parallèle, les relations à l'intérieur du couple et de la famille sont très valorisées. Le couple est un petit monde chaud et fermé, soutenu par une coordination assez rigide. Hommes et femmes poursuivent des buts contrastés, donc buts plutôt orientés vers le monde extérieur pour l'homme et objectifs plutôt familiaux pour la femme. Ensuite, le style association diffère nettement du style bastion. Il est marqué par une faible fusion et une faible clôture. Il connaît une division du pouvoir égalitaire et des rôles qui sont peu sexués. Entre conjoints, ce qui prévaut, c'est la négociation, et les routines ont une place réduite dans le fonctionnement du couple de type association. Enfin, le dernier type, c'est le type cocon. Donc ce dernier type est venu s'ajouter dans la typologie issue de l'enquête de 2000 et n'existait pas en fait dans celle issue du travail mené dans les années 80. Donc dans ce style cocon, il y a à la fois de la clôture, de la fusion et peu de différenciation dans les rôles. Sur les deux premiers points, c'est-à-dire la clôture et la fusion, il ressemble au couple bastion. Mais il s'éloigne du couple bastion dans la mesure où il y a une faible inégalité entre les sexes, tant sur le plan des rôles que sur celui de l'orientation interne ou externe des objectifs. Donc voilà comment se répartissent les proportions en fait dans l'enquête des différents styles conjugaux. Donc on voit bien que même si le modèle compagnonnage et association se dégage un petit peu en fait dans la typologie, on a une diversité en fait de styles conjugaux qui cohabitent. Donc les valeurs d'autonomie individuelle et d'indifférenciation se sont renforcées sans toutefois faire disparaître les différences entre les différents styles conjugaux. Toutes les enquêtes menées jusqu'ici auprès de couples hétérosexuels montrent qu'en dépit de la force de la norme égalitaire, la répartition des rôles reste sexuée et inégalitaire, et ce, malgré les progrès de l'émancipation féminine et la remise en cause du lien nécessaire entre sexe biologique
et rôles sociaux. C'est ce qu'on a vu notamment dans la précédente typologie sur les styles conjugaux. Alors du coup, on peut s'interroger sur finalement, est-ce que cette hiérarchie, elle est reproduite dans le cadre du fonctionnement de couples homosexuels masculins? Comment ces couples reçoivent finalement la norme d'égalité conjugale? Comme les hétérosexuels, ils partagent cette norme d'égalité conjugale qui leur paraît probablement encore plus évidente qu'elle ne l'est entre hommes et femmes, puisque le couple gay n'unit pas deux personnes appartenant à des sexes hiérarchisés. Cependant, même s'il pose comme principe cette égalité, une égalité qui serait a priori plus facile à mettre en œuvre entre deux hommes qu'entre un homme et une femme, ces couples vivent non sans difficulté des situations conjugales qui mettent à l'épreuve ce principe proclamé. Le modèle hiérarchique des relations entre les sexes semble en effet traverser tous les couples, parce que ce modèle hiérarchique affecte négativement des activités, des gestes ou des situations corporelles qui sont connotées comme féminines. La plupart des hommes ont eu une socialisation typiquement masculine. Un homme en couple avec un autre homme ne peut donc se voir assigné sans difficulté à des champs de compétences domestiques et à des rôles qui sont traditionnellement perçus comme féminins. Et parce qu'ils sont perçus comme féminins, ils sont aussi perçus comme des rôles subalternes. Donc du coup, on retrouve en lien avec ces tâches, du coup, une hiérarchie qui va se mettre en place également dans le fonctionnement des couples homosexuels. Malgré le principe d'égalité qui s'affirme notamment dans le cadre de l'égalité juridique, dans les pratiques, les rôles sexués demeurent et un contre-éclairage de taille sur cette question des inégalités est celui qui concerne les violences conjugales. Donc si le couple est le cocon de l'amour, il est aussi le huis clos de la violence. Dans le sens commun, la notion de violence conjugale est souvent entendue en tant que violence dans la relation de couple, avec des violences qui se déploient au cours de scènes de ménage qui en constituent le paradigme. Donc, cette expression aussi de scène de ménage sous-entend la réciprocité des agressions, ce qui entraîne une relation confuse entre les concepts de violence et ceux de conflit. Il est préférable de parler de relations de couple conflictuelles lorsqu'on désigne des conflits. Un conflit, c'est quoi? C'est le fait que dans une relation quotidienne, l'interaction entre des partenaires puisse prendre des formes agressives s'il y a des désaccords. Et ces situations de conflit sont somme toute assez banales. Les disputes dégénèrent en scène de ménage où l'agressivité verbale, voire physique, se déchaîne de la part à la fois des femmes, mais également des hommes. Donc, le conflit est un mode relationnel, par définition, qui implique la réciprocité entre les protagonistes. Et ce conflit comme mode relationnel est susceptible d'entraîner du changement. Par contre, le concept de violence sous-entend d'autres dimensions. La violence, elle peut prendre des formes identiques, cependant elle est univoque. C'est la même personne qui subit les coups et cède lors des altercations.
Cette violence est destructrice et elle est le signe d'une situation d'emprise sur l'autre. Situation qui engendre la peur et paradoxalement la culpabilité chez la victime. Alors que le conflit peut être envisagé comme une des modalités fonctionnelles des relations conjugales, la violence, c'est un dysfonctionnement conjugal. Cette violence, elle résulte d'une volonté plus ou moins consciente de façonner l'autre pour mieux assurer son pouvoir. Le conjoint violent peut être motivé non seulement par le besoin de contrôler, mais par le besoin d'exercer le contrôle. Le cycle de la violence conjugale se répète infiniment et comprend toujours les mêmes étapes. Une montée en puissance progressive de la violence, qui s'exacerbe jusqu'à une crise aiguë. Suite à cette crise aiguë, on a une phase de regret et de pardon, qui est aussi appelée la lune de miel, et qui est souvent idyllique. Puis une période variable de rémission jusqu'à la reprise du mouvement. Cette situation en fait d'emprise de l'un sur l'autre s'exerce en fait dans le cadre de rapports de domination et dans le cadre de ce que certains auteurs appellent un terrorisme patriarcal. Donc l'enquête française qui porte sur cette question des violences conjugales s'appelle l'enquête NVEF, enquête sur les violences faites aux femmes. Et c'est une enquête qui s'est déroulée de mars à juillet 2000 auprès d'un échantillon représentatif de près de 7000 femmes âgées de 20 à 59 ans. Cette enquête a vu le jour dans un contexte scientifique assez circonspect vis-à-vis de cette thématique, avec deux positions antagonistes, euh, à la fois une hostilité par rapport aux approches féministes, qui étaient jugées trop marquées, trop militantes, mais également un rejet des approches quantitatives par les chercheuses féministes. Donc ici, il fallait non seulement relever le défi méthodologique de réussir à mesurer le phénomène, mais également celui de construire un objet sociologique et de faire reconnaître la légitimité du sujet. Donc cette enquête distingue 4 types de violences: les violences verbales, les violences psychologiques, les violences physiques et les violences sexuelles. Donc Maryse Jaspar, qui est à l'origine de ce travail et qui a coordonné l'enquête, définit la violence de la manière suivante. La violence est fondée sur un rapport de force ou de domination qui s'exerce par les brutalités physiques ou mentales entre au moins deux personnes. Il s'agit d'imposer sa volonté à l'autre, de le dominer, au besoin en l'humiliant, en le dévalorisant, en l'harcelant jusqu'à sa capitulation et sa soumission. Alors dans cette enquête, ce qui est mis en avant, c'est le fait que c'est moins la nature des agressions que leur répétition, voire leur cumul, qui détermine la gravité des situations de violence. Quelle qu'en soit la nature, les jeunes femmes de moins de 25 ans déclarent plus de violence que leurs aînés. Alors pour lire ce résultat, il y a probablement en fait l'effet de génération qu'il faut prendre en compte. Les femmes les plus âgées, notamment celles qui se sont mariées avant 1970, n'auraient pas la même perception des comportements aussi autoritaires d'un homme qu'elles ont, elles, épousé en tant que chef de famille. Alors que leurs cadettes
se sont unis sous le sceau en fait de l'égalité juridique entre les conjoints. Et du coup, avec des attentes aussi, dans le cadre de la relation de couple, qui sont bien différentes. Et du coup, une sensibilité à la question qui va être variable en fonction de la génération. Par ailleurs, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que si on en retrouve plus chez les plus jeunes, c'est probablement lié au fait que les unions sont aussi moins solides, elles sont moins continues dans le temps pour les plus jeunes, euh, alors que pour les plus âgés, les unions les plus compliquées, les plus délétères, ont pu être rompues. Donc, ce qui peut être retenu au-delà sur cette enquête, c'est que les formes de violence les plus répandues en 2000, ce sont les agressions verbales et les pressions psychologiques. Que l'univers familial s'avère être le principal cadre des violences les plus graves, alors que le danger est moindre dans les espaces publics, qui sont pourtant des espaces très sexistes. Au travail, les agressions physiques sont rares et la discrimination à l'égard des femmes se manifeste davantage par des pressions psychologiques ou des propos sexistes. Et donc, c'est ce qu'on a vu sur la diapo précédente. Quel qu'en soit le cadre, les jeunes femmes de 20 à 24 ans ont déclaré le plus de violences de tout type. Ce qui caractérise le lien conjugal contemporain, c'est aussi ce que Isabelle Terry a appelé le démariage, à la fois le désamour pour cette institution qu'est le mariage, mais également cette possibilité de se séparer, à la fois une rupture juridique du lien matrimonial, qui se pratique de plus en plus, mais également une transformation sociale de l'alliance, qui ne passe plus forcément par cette institution qu'est le mariage. Elle nous dit: le démariage signifie que le fait de se marier, qui était autrefois une obligation sociale impérative, a cessé d'être l'horizon indépassable des relations sexuées. Se marier, ne pas se marier, se démarier est devenu une question de conscience personnelle. Donc, ce qu'il y a derrière la rupture juridique du lien matrimonial, ce qu'il y a derrière la rupture du lien conjugal, à la fois c'est un lien qui est très investi, mais en même temps plus fragile, pour reprendre l'expression de Jean-Hugues Deschaux. Ce risque de séparation est élevé tout au long de la vie commune, avec des points plus sensibles, un risque plus élevé après 5 années de mariage, mais également au moment du départ des enfants, un risque également plus élevé au moment de la retraite. Lors du passage à la retraite, le couple se redécouvre et des ajustements conjugaux sont souvent nécessaires, car la cessation de l'activité bouleverse le mode de vie. Donc, entre 90 et 99, le taux de divorce pour les plus de 60 ans a progressé de plus de 28% chez les femmes et 39% chez les hommes. Cette possibilité de pouvoir se séparer n'est pas forcément synonyme d'un désamour du conjugal. Au contraire, ce qui est mis en avant, c'est le fait qu'au cours de sa vie adulte, on va avoir tendance à pouvoir en fait vivre plusieurs expériences conjugales.
Jean-Hugues Deschaux nous dit: «La plus grande fréquence des ruptures et des remises en couple indique l'ampleur des attentes à l'égard de la vie conjugale. Le couple est devenu si important qu'on ne tolère plus qu'il ne soit pas un succès et qu'on préfère, plutôt qu'en faire son deuil, tenter une nouvelle expérience.» Donc derrière cette idée en fait de tenter une nouvelle expérience plutôt que de rester seul, on a l'idée d'une forme de nomadisme conjugal qui est rendu possible aujourd'hui. Alors en résumé sur cette session sur le lien conjugal, alors ce qu'on peut dire c'est que le principe d'homogamie sociale reste toujours très significatif aujourd'hui. La dématérialisation des espaces de rencontres via les sites de rencontres en ligne n'annule pas ce phénomène d'homogamie sociale. Ce qui caractérise le couple contemporain, c'est le fait qu'il doit se produire lui-même. Il n'est pas défini a priori. Il se produit lui-même et il se produit, en fait, il se forme à la fois quand il le souhaite et sous les formes qu'il décide, à la fois des formes qui peuvent être un peu instituées via des contrats tels que le mariage ou le Pacs, ou des formes moins instituées, pas forcément avec de la cohabitation. On peut avoir des couples qui sont des cohabitants mais qui se revendiquent comme des couples. Donc on a un desserrement de la contrainte extérieure sur ce que ça veut dire faire couple. Et du coup, un principe de se définir soi-même et d'être original finalement dans les choix qu'on peut faire. Donc, dans ces choix qu'on peut faire, une norme qui s'impose, c'est l'autonomie pour chaque membre du couple et à la fois de réussir à construire une œuvre commune. Cette œuvre commune, elle est définie pour le meilleur et dans le cadre du pire, la séparation s'impose. Elle ne s'impose pas pour des formes de solitude, mais elle s'impose plutôt pour aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à trouver, à essayer en fait de confronter son idéal conjugal à une réalité qu'on recherche au cours de son parcours. Cet idéal d'égalité dans le couple n'est pas en pratique totalement effectif. Des formes d'asymétrie demeurent dans les fonctionnements conjugaux. Elles demeurent également au travers de ce qu'on a regardé sur les violences conjugales.